Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous. Je remercie tout d'abord le président de la société marocaine, l'ASMEDIenne, d'avoir invité l'ANAM à participer au 46e congrès national de la LASMEDIenne pour faire part de l'état d'avancement, justement, comme vous l'avez bien signalé, Monsieur le Président, l'état d'avancement de l'élaboration du protocole thérapeutique relatif au diabète. Mais tout de même, je vais vous donner quand même, avant l'état d'avancement, un petit aperçu sur la façon de faire, pourquoi l'élaboration de ces protocoles thérapeutiques qui sont un outil de régulation dans le cadre de l'assurance maladie, comment on procède justement à cette élaboration, quelle est la démarche de qualité, quelle est la démarche économique pour élaborer les protocoles thérapeutiques. Donc, dans ma présentation, je vais rappeler quand même quelques données chiffrées des maladies non transmissibles, des dépenses en matière AMO, en matière d'affection de longue durée, les soubassements juridiques et organisationnels en matière d'élaboration des protocoles thérapeutiques dans le cadre de l'assurance maladie, les objectifs de ces protocoles. On va partager avec vous l'état d'avancement de l'élaboration des protocoles thérapeutiques avec un petit aperçu sur justement la méthodologie retenue de la rédaction des protocoles thérapeutiques, la démarche de choix des pathologies et on va zoomer sur le protocole thérapeutique du diabète on va finir par quelques perspectives. Donc, comme vous le savez tous, le contexte aussi bien national qu'international, les maladies non transmissibles aujourd'hui tuent chaque année de plus en plus de 36 millions de personnes. Le nombre de décès qui est dû aux maladies cardiovasculaires en premier lieu, avec à peu près 17 millions de décès par an, suivis par des cancers, à peu près 7,6 millions de décès par an, suivis des maladies respiratoires et le diabète. Au cours des 10 prochaines années, 25% d'augmentation prévue du nombre de décès liés à maladies non transmissibles et qui concourt à près de 80% de décès des maladies non transmissibles. Quant au contexte national, il est marqué par une transition démographique de la pyramide d'âge marquée par une population de plus en plus vieillissante. Et qui dit une population vieillissante dit des affections de longue durée, des comorbidités et toutes les complications qui en découlent et tous les enjeux économiques conséquents. En 2014, 75% des décès ils sont imputables aux maladies non transmissibles et 61% des décès des maladies non transmissibles ils sont imputables, c'est-à-dire qu'au niveau international qu'au niveau national, on trouve les maladies cardiovasculaires, les tumeurs malignes, le diabète et les maladies respiratoires et qui représentent 14% des dépenses totales en santé, d'où la nécessité de mettre en place des outils de régulation, des outils d'optimisation de la prise en charge, des outils de maîtrise médicalisée des dépenses, d'où l'intérêt de la mise en place des protocoles thérapeutiques. Par rapport aux dépenses des ALD, c'est un fardeau économique. 3% de la population environ bénéficiaire de l'AMO et s'approprie environ la moitié des dépenses totales en santé, réparties entre secteur privé et public. Pour les dépenses ALD dans le cadre au régime de l'assurance maladie obligatoire de base, 72,8% des dépenses sont liées aux affections de longue durée, sont consommées par les 4 affections suivantes. En premier lieu, l'insuffisance rénale chronique terminale, avec 26,4%, les tumeurs malignes 24%, l'hypertension artérielle sévère 11,7% et le diabète dans ces deux types 1 et 2 avec 10,7%. C'est-à-dire, ce résultat n'est pas au hasard, il est justifié du moment que quand le diabète et l'hypertension, qui est un facteur de risque, n'est pas bien contrôlé, automatiquement, ça donne une insuffisance rénale chronique terminale et toutes les complications rétiniennes et toutes les autres complications. Donc, ça se comprend. Quand le rapport annuel global, il fait sortir ces quatre pathologies les plus budgétivores. Donc, c'est pourquoi les politiques de santé ils cherchent à respecter un équilibre en 3 objectifs. Couvrir les dépenses par des recettes à long terme, au vu des capacités financières, comment arriver à maîtriser les dépenses avec un niveau satisfaisant de soins, ce qu'on appelle l'efficience, un système performant, élimination des gaspillages, et l'équité, assurer bien évidemment une équité sociale dans l'accès aux soins.
bien évidemment avec une répartition géographique équitable des moyens et de ressources. C'est ce qu'on appelle, c'est la régulation, qui est un ensemble d'actions qui permettent, dans le cadre d'un budget alloué donné, de permettre l'accès à tous les soins de qualité au juste coût, prise en charge au meilleur coût et au juste coût. Les différents périmètres de régulation, justement, il y a 4 niveaux d'action pour agir à travers la régulation, agir sur la demande de soins. On peut agir également avec les professionnels de santé. On peut encadrer les établissements de soins et encadrer les produits de santé. Exemple, encadrement des produits de santé à travers la nomenclature des médicaments, à travers la nomenclature des dispositifs médicaux, à travers l'autorisation de mise sur le marché et la fixation des prix, c'est un encadrement de produits de santé. Comment on agit sur la demande de soins à travers la prévention, le parcours de soins, la gestion intégrée des ALD, et comment on peut agir avec vous, les professionnels de santé, c'est à travers, bien évidemment, la nomenclature, le référentiel de la nomenclature des actes médicaux ou bien des actes de biologie, et à travers, bien évidemment, les protocoles thérapeutiques, objet de notre présentation. Donc, les protocoles thérapeutiques, on va rappeler le cadre légal. Donc, les protocoles thérapeutiques constituent la pierre angulaire en matière de la couverture médicale de base. C'est la loi 65/00 portant code de la couverture médicale de base qui a donné, le législateur a donné à travers cette loi la mission à l'ANAM de l'encadrement technique de l'AMO et la mise en place des outils de régulation. Il y a l'article 32 du décret 733 qui est pris pour l'application justement de cette loi et qui dispose que les clauses tarifaires de la Convention nationale sont établies par rapport à la nomenclature générale des professionnels de santé, à la NABM, la nomenclature de biologie médicale, et aux références médicales opposables établies sur la base des protocoles thérapeutiques lorsqu'il existe. Donc le fondement juridique, il est là. Le fondement conventionnel, c'est une convention nationale quadripartite qui a été signée sous l'égide du ministère de la Santé, entre le ministère de la Santé, l'ANAM, la SMSM, la Société marocaine des sciences médicales, et le CNOM, le Conseil de l'ordre des médecins, avec des engagements de chaque partie signataire. Elle a bien des engagements bien définis et des modalités de gestion du processus et d'élaboration et de diffusion des protocoles thérapeutiques. Les objectifs des protocoles thérapeutiques, tout simplement, ce sont des mises à jour, ou bien c'est la mise à jour des données actualisées de la littérature médicale qui ont pour but d'harmoniser et de référencer les pratiques médicales, d'assurer un moyen de mise à jour continue des pratiques et des soins et un outil de formation médicale continue. Ils permettent également l'exercice des actions d'évaluation des soins de santé. Ils permettent aussi une rationalisation dans la prescription des médicaments. Quand on a un protocole thérapeutique qui définit bien le parcours des soins à octroyer ou les soins à prodiguer aux citoyens ou à l'assuré, il y a des lignes thérapeutiques qu'il faut respecter par le praticien et par les organismes gestionnaires pour la prise en charge et le remboursement. Un médicament qui est donné, je dis dans l'exemple, qui est donné en première intention, ce n'est pas un médicament qui est donné en deuxième intention, en fonction de la situation clinique du citoyen concerné ou bien du malade concerné, en fonction de son antécédents, son âge et tous les paramètres que vous savez tous. Donc c'est un moyen qui permet la rationalisation de la prescription médicale, d'optimisation de cette prise en charge, et c'est un référentiel de l'exercice des missions du contrôle médical. La méthodologie retenue, c'est une méthodologie qui est basée sur des normes nationales et internationales. C'est un cahier de charges qui a été établi comme un accord avec la SMSM et qui s'inspire des normes internationales pour l'élaboration d'un protocole thérapeutique. C'est un cahier de charges ou bien un canevas qu'il fallait respecter, qui se base sur une méthode qui est reconnue à l'échelle internationale, c'est la méthode UGRI, qui a pour objectif d'offrir aux praticiens des protocoles thérapeutiques scientifiquement valides, applicables et facilement inclus dans la pratique quotidienne, et il est fortement recommandé de respecter les 6 principes au cours de l'élaboration, et pour chaque principe, il y a des mesures à respecter. Par exemple, la précision de l'objectif de l'élaboration du protocole thérapeutique,
quel est l'objectif de l'élaboration du protocole thérapeutique, quels sont les professionnels concernés par cette élaboration, c'est-à-dire la participation des concernés qui doit être une participation multidisciplinaire qui englobe toutes les spécialités qui peuvent, c'est-à-dire qu'un assuré ou bien un citoyen peut recourir à cette, pendant c'est-à-dire son suivi de sa maladie. Et il faut que ce comité doit être, en plus d'un comité de plusieurs disciplinaires, il faut que la zone géographique soit, on respecte toutes les zones géographiques, c'est-à-dire toutes les zones géographiques, tout le monde doit participer et le secteur bien sûr doit être, ces participants doivent être aussi bien du secteur privé que du secteur public. Et bien évidemment, en plus des spécialistes, la place du médecin généraliste, elle est aussi fortement recommandée. La rigueur aussi dans l'élaboration de ces protocoles, la clarté de la présentation, l'applicabilité clinique des protocoles et bien sûr l'indépendance éditoriale du groupe de travail. Il ne faut pas qu'il y ait un lien de conflit d'intérêts. L'approche qualité aussi, c'est que l'élaboration de ces protocoles, comme j'ai dit, elle répond à un cahier de charge et à un minimum d'exigences. Parmi ces exigences, comme j'ai dit, la multidisciplinarité des membres du groupe de travail, toutes les spécialités, c'est-à-dire nécessaires dans le groupe et de travail et de lecture. Les protocoles sont rédigés par le groupe de travail au terme d'une analyse de la littérature scientifique et d'une synthèse de l'avis des professionnels consultés selon une différenciation des recommandations par niveau de preuve et par niveau d'évidence. Il y a 4 niveaux de preuve et selon la gradation, il y a le A, vous le savez tous, le A, le B, selon la nature des données cliniques probantes. Il doit y avoir un respect de ce canevas standard qu'on va voir dans le slide suivant. Et la prescription des médicaments, il doit y avoir parmi les exigences par dénomination commune internationale, ne doit pas faire allusion à un nom commercial pour ne pas faire allusion à un laboratoire ou à un autre. Et ce protocole, il est évolutif et périodicité de révision qui est prévue au vu de l'évolution de la littérature et de l'évolution de la science. Voilà le canevas de rédaction, donc les éléments minimums à inclure dans les protocoles thérapeutiques. Il doit y avoir plusieurs rubriques et chaque rubrique doit contenir des sous-rubriques. Donc on a l'introduction, l'objet, le contexte, comment le processus, la méthodologie de cette élaboration. Par la suite, après introduction, c'est la présentation de la maladie, en partant de sa définition, de sa situation épidémiologique à l'échelle nationale et internationale, sa description clinique, l'évolution de la maladie, la prévention aussi, c'est important, comme outil de sensibilisation, mais aussi de régulation. Par la suite, il y a le diagnostic positif et différentiel. Et il faut dire que c'est le canevas de rédaction pour l'élaboration de tout protocole thérapeutique, y compris le diabète. Les recommandations thérapeutiques par situation clinique, quelles sont les prescriptions recommandées par niveau de consultation et par ligne de première, deuxième, etc. Les recommandations alternatives, si par exemple il y a des contre-indications en fonction de la situation clinique du citoyen, en fonction de son âge, en fonction des antécédents, des comorbidités, etc. Je ne vous apprends pas ça. Ensuite, les modalités de suivi, tout ce qui est étape de prise en charge, les rythmicités des consultations, le suivi clinique ou paraclinique, le suivi des facteurs de risque. Ensuite, c'est les recommandations aux patients. Les IEC, ce n'est pas les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, mais c'est les informations, éducation, conseil. Et il faut se référer, bien évidemment, pour chaque recommandation de bonne pratique, s'il y a un niveau de preuve là-dessus ou s'il n'y a pas de niveau de preuve, il y a un accord professionnel, il faut que ça soit justifié par des références bibliographiques. Et il y a des annexes qui vont être joints à ce protocole, notamment la liste des DCI, la liste des DDM nécessaires pour la prise en charge, la liste des professionnels concernés par l'élaboration de ce protocole et la liste des groupes de travail et la liste de groupes de lecture. Donc c'est ça les annexes. Donc la rédaction de ce protocole, elle obéit à ce canevas. Pourquoi? C'est pour tout simplement assurer une cohérence et d'uniformité dans la rédaction de protocoles et permettre une facilité par la suite d'utilisation par les praticiens, mais aussi par nous et par les organismes gestionnaires par la suite pour la prise en charge.
Donc l'état d'avancement aujourd'hui, on est passé entre 2012 et 2015 de 9 protocoles thérapeutiques approuvés par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, entre 2020 et 2022, 14 protocoles thérapeutiques qui ont été élaborés entre 2020 et 2022 et qui ont été soumis pour validation lors d'un atelier de validation qui a regroupé toutes les parties prenantes, toutes les sociétés savantes concernées et consultées pour l'élaboration, à leur tête bien sûr la SMSM, et toutes les parties signataires de la Convention nationale, et en plus des autres parties prenantes pour justement valider ou améliorer les protocoles thérapeutiques. On cite les indications de la césarienne. Donc les protocoles thérapeutiques ne concernent pas uniquement les pathologies, ils peuvent concerner un acte médical qui enregistre une surconsommation, le diabète type 1 et type 2, les infections néonates bactériennes précoces et 10 cancers, à savoir cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, de l'ovaire, de l'endomètre, du poumon, de la prostate, de la thyroïde, de la vessie, le cancer colorectal et le psoriasis. Excusez-moi, il y a un truc qui s'est glissé. Au lieu du cancer de l'estomac, il y a le protocole de la surdité. C'est le protocole de la surdité. Donc ces protocoles, ils ont vu, c'est-à-dire, ils ont nécessité le choix déjà de ces protocoles n'a pas été fait au hasard. On a une démarche qu'on respecte pour choisir ces protocoles thérapeutiques avec un consensus des parties signataires. Donc le choix il est basé sur les données épidémiologiques. Donc on a vu les cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme, et on a vu à travers le cirque les données de Globocon, les données du ministère de la Santé et les données de consommation AMO. Ce sont des facteurs qui ont été pris en compte pour le choix de ces pathologies. Et en allant dans le même dynamisme, on est toujours dans ce cadre de dynamisme, on est sur un autre lot d'élaboration de 25 autres protocoles thérapeutiques. Donc on a du pain sur la planche. Quant au protocole du diabète, je ne vous apprends rien rapidement. Le protocole du diabète, parmi les 10 premières causes de décès, première cause de cécité, d'insuffisance rénale chronique terminale, d'amputation et des membres inférieurs, on a un reste à charge qui est à 49%. Donc, et le diabète sucré qui est décrit comme une épidémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, d'où la nécessité d'une prise en charge optimale des personnes diabétiques et mettre en place le référentiel de prise en charge du diabète. L'élaboration du protocole relatif au diabète sucré, il s'est inscrit dans un cadre de concrétisation de la généralisation de la protection sociale conformément aux orientations royales de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il a été inscrit dans le cadre d'une mise en œuvre de la stratégie de l'ANAM 2020-2024, notamment relative à la mise en place du parcours de soins coordonnés, qui constitue ce parcours de soins coordonnés une composante majeure dans le chantier de l'assurance maladie et qui permet bien évidemment une maîtrise médicalisée des dépenses et une meilleure coordination et des soins prodigués aux assurés. Et il a été inscrit, cette élaboration de ce protocole relatif au diabète, la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029, dont le principal objectif est de réduire la mortalité, la morbidité et les incapacités liées à ces maladies et les facteurs de risque selon une approche intégrée et multisectorielle, sans oublier bien évidemment les efforts déployés par le Maroc pour honorer les engagements en matière de réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc le diabète, la situation épidémiologique, je pense, j'en passe. Voilà, le protocole du diabète, comme l'a signalé le président de l'ASMEDIAN, professeur Hassani, c'est une démarche adoptée pour l'élaboration, c'est une démarche participative. Il y avait un comité scientifique qui a été instauré et mis en place sous l'égide de l'ANAM, qui implique toutes les parties prenantes organisées pour la gestion et la prise en charge optimale du diabète. Un comité scientifique et technique pluridisciplinaire a été créé avec la participation des représentants de la santé, à savoir la DELM, la DHSA, le CHR de Rabat, la direction régionale STATS, CasaSTATS et la Société marocaine des sciences médicales, la SMSM, et de la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie, nutrition, la SMEDIAN, des CHU de Rabat, de Casablanca et du secteur privé. Donc, les secteurs
privés et publics. En adoptant une méthodologie reconnue, une démarche qualité, la méthode AGRI dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été adoptée par le comité scientifique et technique pour toutes les étapes du processus de développement de ce référentiel. Et plusieurs réunions de concertation et de coordination en présentiel et par visioconférence ont été organisées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous cette belle information. Le protocole, j'ai fait un extrait de juste la page de garde du protocole thérapeutique tel qu'il a été. J'ai le plaisir de partager avec vous l'approbation et la validation de ce protocole thérapeutique par le ministre de la Santé. Ça tombe pile poil avec l'organisation de ce congrès par le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Donc ça témoigne l'engagement des parties prenantes, ça témoigne le dynamisme de la société marocaine, lasmédienne, et toutes les parties, la Ligue aussi marocaine de lutte contre le diabète, dont le rapporteur a chapeauté ce comité scientifique. Donc ça témoigne vraiment le dynamisme et l'engagement dans les délais impartis. Ça, c'est très important. On ne peut qu'être fier de ça, de cet aboutissement. Alors là, l'optimisation de la prise en charge, la particularité de l'élaboration de ce protocole relatif au diabète, c'est le comité a pris en considération les étapes de suivi clinique et paraclinique du diabète. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les trois premiers mois? C'est-à-dire, il y a une particularité de l'élaboration de ce référentiel, c'est on a un parcours de soins coordonnés pour l'assurer. Là, pour le citoyen, dans les 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Au bout de 9 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'interrogatoire, les mesures, le poids, le calcul, l'évaluation clinique, l'examen complémentaire et tout ce que vous avez débattu pendant ce congrès. La particularité aussi dans l'élaboration de ce référentiel, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il y a le recours aux spécialistes selon les besoins? Donc, ماشي نتقلوا لا كنمشيو عند le spécialiste. Il faut مثلا partir chez le cardiologue dans les cas suivants. Il faut partir chez le neurologue, néphrologue quand il s'agit donc qui sait qui fait quoi? C'est-à-dire le comité scientifique a bien, c'est une particularité vraiment et même le psychologue, une approche psychologique, sa dimension de psychologie a été aussi prise en compte, et même le médecin traitant, qui sait qui fait quoi? S'il y a le dépistage, le médecin traitant d'un diabète de type 1, type 2 classique, il faut recourir au médecin traitant, la génération de médecins de famille. Si, par exemple, une forme atypique de diabète, il faut recourir aux endocrinologues. S'il y a dépistage de complications, donc voilà. En fonction des situations cliniques, le comité a dit quand est-ce qu'il faut recourir au médecin traitant, au médecin spécialiste, et quelle spécialité, et dans quel cas. Ça, c'est très important. Voilà, donc je suis sur la fin de la présentation. Je termine par des perspectives d'avenir, de mettre en place, les protocoles, ils sont là, et on compte mettre en place des modalités de mise à jour des protocoles thérapeutiques au vu de l'évolution rapide des sciences, veiller à une cohérence avec les autres outils de maîtrise médicalisée des dépenses, notamment le guide des médicaments remboursables. Il faut pas qu'il y ait un déphasage, et prioriser pour le lot qui va venir les protocoles thérapeutiques qui sont relatifs aux pathologies toujours les plus budgétivores, mais peut-être liées aussi, et sans oublier la dimension prévention, et être en conformité avec les programmes de l'État sanitaire, et bien évidemment les protocoles qui sont liés aux actes médicaux qui enregistrent une surconsommation, et bien évidemment rendre ces protocoles opposables aux prestataires de santé. Là aussi, on compte ajouter une approche informatique, l'informatisation de ces documents, qui peut être une opportunité pour améliorer, pas une version électronique, mais une application interopérable qui permet un échange selon des filtres d'accès entre un professionnel de santé, organisme gestionnaire, donc pour améliorer les différentes étapes du cycle de vie des protocoles thérapeutiques, qui constitue donc un enjeu important pour leur diffusion et leur applicabilité et leur succès. Merci pour votre aimable attention. Merci.